Au niveau des dividendes, parce qu'évidemment, quand ils s'accumulent année après année, eh bien, ce qui constitue des revenus, ça finit par constituer évidemment par accumulation du patrimoine. Ici, on voit l'augmentation du patrimoine des milliardaires entre 2009 et 2020, donc entre une dizaine d'années, qui va de la Russie, une petite joueuse avec ses oligarques à peine 80 à la France, comme quoi, ouais, Emmanuel Macron est capable d'enfin d'avoir des vrais records, quoi, qui ne sont pas que la dette publique et le déficit public, c'est aussi, l'évolution de la fortune des milliardaires, fois 5 pour faire simple. Est-ce que, pour vous, puisqu'on l'appelle souvent comme ça, Macron est vraiment, j'allais dire le président des riches, mais vous avez déjà parlé de Sarkozy qui était le premier président des Alors riches, nous, on a mais fait un livre, oui, Le président des ultra-riches, parce que dès que Sarkozy a fait un commentaire sur Emmanuel Macron, au tout début de son premier mandat, il a dit, mais finalement, il va beaucoup plus loin que moi. Il est bien supérieur à moi. Parce qu'en effet, là, moi, je trouve que ce tableau est vraiment, ce graphique, pardon, est vraiment très impertinent, incroyablement impertinent. on aime bien être impertinent sur LUC. Oui, c'est bien. Donc Macron, quand il est élu, il sait qu'il a été élu grâce à des soutiens importants, avec le relais des médias, enfin, avec des donateurs, tout ça a été écrit dans de nombreux livres par nous, mais par beaucoup d'autres aussi. Vous avez parlé peut-être de Bégodeau enfin, il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis en même temps. Et Emmanuel Macron devait entamer les cadeaux fiscaux aux plus riches qu'en octobre, alors il a été élu en mai 2017, qu'en octobre 2018. Dans son programme, c'était prévu comme ça. Mais les millionnaires, les riches, se sont dit que ça allait mal se passer, que si on attendait encore un an, il allait y avoir les gilets jaunes. Enfin, ils ne pouvaient pas le dire comme ça, mais effectivement, un an plus tard, c'était les gilets jaunes qui sortaient de derrière les fagots. Et donc, dès 2017, dès octobre 2017, Emmanuel Macron a conçu un impôt spécial riche vraiment intéressant. Donc, il a d'abord supprimé l'ISF, donc l'imposition sur le stock du patrimoine des plus riches. Mais comment est composé ce stock du patrimoine les plus riches? À qui il a véritablement rendu service en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune? Eh bien, c'est aux plus riches des plus riches, dont le patrimoine est composé à plus de 97% de valeurs mobilières, c'est-à-dire d'actions, d'argent, de valeurs mobilières, pas de biens immobiliers, pas de yachts, de tout ça. Tout ça, tous ces biens dont on a parlé, dont vous avez parlé tout à l'heure à travers vos questions, se situent dans les 2,5% qui restent tout en haut de cette richesse. Donc le stock des valeurs mobilières des plus riches n'est plus imposable du point de vue de la solidarité, de cet impôt spécial ISF. Et en même temps, il va créer un impôt forfaitaire, il va supprimer la progressivité de l'impôt. Vous et moi, quand on paye des impôts, si on gagne beaucoup de sous, on monte jusqu'à 45% d'imposition. Hein, ça monte jusqu'à 45% d'imposition, ce qui était le cas pour les revenus du capital. Tandis qu'Emmanuel Macron, non seulement il supprime l'ISF et donc le stock de patrimoine mobilier qui est là, mais il supprime la progressivité sur les revenus qui viennent chaque année alimenter ce stock et le faire grossir. Et est-ce que enfin, je ne pose pas la question parce que je vais vous mettre en difficulté, c'est sûr. Est-ce qu'on a pu mémoriser le niveau forfaitaire du revenu des impôts à payer sur le revenu du capital? C'est 12,8%. C'est-à-dire que c'est en dessous, il n'y a plus de progressivité, si vous voulez. Que vous soyez Bernard Arnault ou quelqu'un d'autre qui a quelques actions, etc., c'est 12,8% pour tout le monde. Mais c'était tellement bas comme niveau, comme forfait, qu'il y a une manipulation qui a été mise au point
et qui a fonctionné, ils ont fait croire que c'était 30%. Quand il s'agit des revenus du capital, pour que ça fasse un peu plus élevé, ils mettent systématiquement, et tous les journalistes à la solde du pouvoir le font, ils intègrent les cotisations sociales, la CSG, la CRDS, enfin, etc. Mais par contre, ils ne le font pas dès qu'il s'agit des salariés. Parce que sinon, ça voudrait dire que nous, on paye jusqu'à 65% de... Vous voyez l'astuce. Et du coup, c'est passé inaperçu. Alors, pourquoi je dis que c'est très important d'avoir les deux graphiques que vous venez de présenter? Parce que si vous voulez, en réduisant à ce point les impôts sur le revenu du capital, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens, les riches, préfèrent être payés en dividendes, et du coup, les dividendes augmentent, et c'est évidemment la richesse des patrimoines augmente aussi, puisque c'est moins imposé. Donc on comprend que bon, Macron est allé plus loin, mais ce n'était pas non plus le premier à défendre les intérêts, de la grande bourgeoisie. Pourtant, il semble qu'il cristallise sur sa personne beaucoup plus de colère. Est-ce que c'est lié à son mépris? Ben, c'est lié à un ensemble à une violence de classe qui s'aggrave d'année en année, qui s'aggrave sur tous les niveaux, que ce soit au niveau économique, au niveau idéologique, au niveau du mépris de classe, au niveau des inégalités, au niveau des conditions de logement. Enfin, je ne sais pas, j'ai même pas tout fout le camp. La santé, vous allez aux urgences, mais c'est même pas croyable de voir dans quelles conditions ça se passe dans les urgences. Vous ne pouvez même plus avoir de rendez-vous de médecin. L'école, ça fonctionne plus. Tout part en vrille. C'est vraiment incroyable. C'est hallucinant. C'est une souffrance inimaginable. C'est une souffrance inimaginable de ne pas se sentir en phase avec la société dans laquelle on vit, avec la société à laquelle on contribue à la richesse en payant des impôts ou en travaillant. Enfin, mais je veux aller plus loin. Euh, on se sent tellement mal dans une société où notre avenir est amputé, où l'avenir des jeunes est amputé, où en même temps on a ce dérèglement climatique qui nous menace avec ces inondations, les feux géants, la montée des températures, la montée des océans, tout ce qui se passe, la décongélation du pergélisol après la fonte des glaciers. C'est pas une succession, hein, c'est un chaos où tout s'enchevêtre, où ça forme une boucle rétroactive, ça forme une boule de feu dont on ne sait pas ce que ça va donner, ce chaos. Dans tout ce que vous décrivez sur ces problèmes des services publics, on voit qu'il manque beaucoup d'argent, pour les services publics et en même temps, il y a une fraude fiscale qui est démentielle, qu'on estime à au moins 100 000 000 par an. Mais on nous dit: «C'est impossible de taxer les riches. Si on taxe les riches comme ils sont internationaux maintenant et leur fortune aussi, ils vont quitter le pays. Puis s'ils quittent le pays, bah, là, c'est fini, hein, il y aura plus d'économie, hein, c'est plus Bernard Arnault, il y a plus de travail, quoi, il y a plus Hein. rien». Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, écoutez, enfin, pour moi, qu'il s'en aille ne me pose pas de problème. Et d'ailleurs, je vous signale, je vous rappelle qu'en 1981, quand François Mitterrand a été élu président de la République avec le soutien d'une gauche plurielle dans laquelle participait le Parti communiste, avec évidemment des ministres communistes, des ministres socialistes, des ministres de diverses sensibilités de gauche. Eh bien, je peux donner deux exemples de personnes dont je suis sûre ils se sont enfuis aux États-Unis. Ces deux personnalités qui sont vraiment importantes, c'est Bernard Arnault et Guy de Rothschild. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et donc, ils avaient préparé les valises et ils sont partis. Et ils sont revenus dès 1983, lorsqu'ils ont compris le rétropédalage le tournant de la rigueur, avec la financiarisation en route, mise en œuvre par le nouveau gouvernement
avec Laurent Fabius pour Premier ministre. Et je vous rappelle que c'est Laurent Fabius, Premier ministre, qui a offert sur un plateau d'or l'Empire Boussac à Bernard Arnault. Et c'est dans ces conditions-là que Bernard Arnault est aujourd'hui, c'est grâce à Laurent Fabius et à ce cadeau qui lui a été fait, parce qu'il n'a pas payé cher la transaction financière, et surtout il a licencié, il était lié par un contrat de ne licencier personne, bien entendu. Lui, il a licencié tout le monde et il n'a gardé que Dior, puisque c'était la pépite Dior dont il avait programmé quelle serait la base de la création de son empire de luxe avec la création de LVMH. Ben, comme quoi il avait du mérite quand même, celui de connaître, Laurent Fabius, quoi. C'est sympa, c'est important d'avoir les bons copains pour devenir milliardaire, hein. Bien sûr, ben, c'est-à-dire que la famille de Laurent Fabius, une famille très riche d'antiquaires, très liée au monde de la culture, devait avoir beaucoup de contacts avec la famille déjà de Bernard Arnault, qui était une famille plutôt qui n'était pas encore de la grande bourgeoisie, de la petite non, de la bonne bourgeoisie du Nord, on va dire. Pour revenir sur Macron, en tout cas au moins au début, hein, pour son élection, il s'était fait passer pour un candidat anti-système. Est-ce que son arrivée au pouvoir, résulte d'une trajectoire méritocratique? Comment est-ce qu'il est arrivé, bah, là où il est aujourd'hui? Ben ça, donc on a écrit tout un livre pour essayer de décortiquer ce qui s'est passé, et c'est le produit d'une mobilisation de la classe dominante qui, à un moment donné, avait, disons, misait sur 2 chevaux différents, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, François Fillon et Emmanuel Macron, hein, qui étaient en concurrence. Et c'est finalement, bon, François Fillon s'est écroulé pour les raisons que vous savez, pour l'histoire des costumes, enfin de Pénélope voilà, d'emploi fictif et tout ça. Et ben du coup, au premier tour, dans les beaux quartiers, ils ont voté massivement pour François Fillon, qui leur paraissait être le meilleur cheval de Troie pour eux. Et puis, compte tenu de ce qui s'est passé, au second tour, c'est Emmanuel Macron qui a été en tête. Le Front national était toujours en dessous de la moyenne nationale dans les beaux quartiers. Et là, pour les dernières élections, il y a eu un changement notable. Macron était toujours en première ligne et Éric Zemmour en seconde. Éric Zemmour est un candidat qui a l'air d'être possible pour cette oligarchie dans cette période que nous vivons, où l'autoritarisme, on le sent, monte plus le dérèglement climatique s'aggrave, plus l'autoritarisme monte et le boulevard s'ouvre pour donner la place, enfin pour céder la place au Front national.